Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes lundi 26 juillet 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance. Donc voici d'abord les principaux titres. Il y a une croissance exponentielle du nombre de cas Covid en Burundi alors que les autorités du pays semblent prendre à la légère ce fléau. Cette négligence inquiète l'opposition burundaise. 25 ans viennent de s'écouler après l'assassinat de 648 personnes de l'ethnie Tutsi du site des déplacés de Bugendana dans la province de Gitega. La Génocide Section Canada se dit choquée par l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces massacres. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis la mesure de transférer les réfugiés burundais du camp de Mutendeli au camp de Nduta risque d'aggraver la situation sécuritaire, estiment les défenseurs des droits humains. Le développement de ce titre, c'est dans un instant. Page santé pour démarrer ce journal. La montée en flèche des cas Covid-19 au Burundi en général et en particulier dans les provinces du Nord inquiète les habitants. Selon certaines sources à Kirundo, Ngozi et Muyinga, malgré les menaces de cette pandémie, l'administration reste indifférente. Au lieu de les sensibiliser à observer des mesures barrières, aucune réglementation sur les places publiques comme les marchés et les bistrots. Les détails avec Parfait Mounianeza. Les chiffres des cas positifs montent depuis des semaines, en particulier dans les provinces de Kirundo, Ngozi et Muyinga. Près de 900 cas ont été enregistrés sur une vingtaine de districts sanitaires sur les 47 qui comptent les 15 provinces sanitaires du Burundi. C'est un rapport du ministère de la Santé. Près de 500 cas sont enregistrés uniquement dans des districts sanitaires du Nord, Kilemba et Kirundo. Le district de Bujumbura, quant à lui, compte 150 jusqu'au 24 juillet 2021. Ces chiffres inquiètent les habitants des provinces du Nord qui estiment que l'administration devrait s'investir dans la sensibilisation afin de suivre les mesures barrières pour limiter cette propagation. En plus de ces inquiétudes des habitants, ceux qui veulent faire le dépistage se plaignent qu'il passe beaucoup de temps d'attente. Les informations en provenance de ces provinces du Nord et que les chiffres publiés par le ministère de la Santé seraient loin inférieurs des cas réels, ceux des membres du personnel soignant. Les chiffres officiels de la province de Muyinga est 8, tandis que nos sources dans des hôpitaux de Muyinga parlent d'une cinquantaine. Le ministère de la Santé, à travers ce rapport, confirme que c'est la toute première fois depuis l'apparition de la pandémie qu'il enregistre une moyenne de 140 cas par jour. Nous avons essayé de contacter le porte-parole du ministère de la Santé pour répondre à ces inquiétudes de la population sans succès. Cette flambée exponentielle des cas de Covid-19 au Burundi inquiète également l'opposition burundaise. Frédéric Bamvuguiyumvira, ancien vice-président de la République, indique qu'il est choqué par l'attitude des autorités burundaises qui ne prennent pas des mesures drastiques pour faire face à cette pandémie qui tétanise le monde entier. Bamvuguiyumvira demande au peuple burundais d'appliquer strictement les mesures barrières pour se protéger contre ce fléau. Suivez. Je considère qu'il faut que le chef de l'État et ses subalternes tiennent compte de l'ampleur de la question au vu des pratiques dans la région, la Tanzanie particulièrement, les pratiques dans la partie nord du monde où on constate que le port du masque est quelque chose qui a été presque obligatoire. Donc, pour toutes les personnes qui doivent entrer dans une salle fermée, où les gens peuvent s'agglutiner, ils doivent absolument porter le masque. Ici, je demande aux responsables des églises, aux responsables des marchés, d'obliger le port de masque chaque fois qu'une personne entre dans cet endroit où il peut rencontrer plusieurs personnes. Comme il a été dit, que le virus se transmet par des particules de salive, la seule façon maintenant de l'éviter, ou une des façons de l'éviter, c'est de porter le masque. La deuxième proposition, c'est un rapport avec le respect de la distanciation sociale. Ça fait 1,5 m. Chaque fois que les gens sont assis presque ensemble dans une même salle, il faut respecter cette distanciation sociale. Que ça soit la règle pour les églises, pour d'autres responsables qui ont les occasions d'avoir des masses devant eux. Et je crois qu'ils doivent absolument respecter cette consigne-là, sinon
on est en train de glisser sur une pente très raide. La troisième proposition, au lieu d'user le savon et l'eau, non, comme nous le voyons ailleurs, il est acheté des gels de désinfectants. Et ces désinfectants sont mis à toute entrée où des personnes peuvent se rencontrer. Ils se désinfectent les mains et puis comme cela, les gens sont sûrs d'avoir réellement désinfecté les mains au lieu d'utiliser de l'eau et du savon. Ça, c'est la troisième proposition. La quatrième proposition, ce sont les vaccinations. Et nous devons accepter que les gens doivent se vacciner. J'ai été très choqué d'entendre le président de la République sollicité par l'ambassadeur des États-Unis et qui lui offrait gratuitement des vaccins. Il a dit que son peuple n'est pas aujourd'hui au niveau il a besoin de la vaccination. Ça, c'est une honte parce que tout le monde entier est en train de se vacciner. Et il faut aussi vacciner les Burundais pour qu'ils ne puissent pas justement pour qu'ils puissent limiter les contaminations. Donc, c'est ça la vraie voie pour lutter contre justement ce fléau qui menace non seulement le Burundi, mais le monde entier. Si la Tanzanie a décidé de prendre le taureau par les cornes, il faut que ça soit aussi la même chose et au Rwanda, et au Burundi, et au Congo. C'est comme cela qu'il faut s'entreprotéger comme peuple. Il est très regrettable que les auteurs du carnage de Bugendana, qui a coûté la vie à 648 personnes de l'ethnie Tutsi, passent 25 ans sans être inquiétés par la justice burundaise, estime l'association de lutte contre le génocide AC Génocide Section Canada. Emmanuel Nkurunziza, secrétaire de cette association, l'a annoncé ce 25 juillet 2021 à l'occasion de la 25e commémoration de ce massacre perpétré par le mouvement CNDD-FDD qui combattait militairement le pouvoir d'alors. Emmanuel Nkurunziza alerte la communauté internationale que cette impunité tolérée au Burundi risque de créer un mauvais précédent dans la sous-région. 25 ans après que précisément 648 rescapés du génocide de 93 perpétré contre les Tutsis par les miliciens du Frodebo, alors devenu plus tard le CNDD-FDD. Donc, 25 ans après cette catastrophe, il n'y a toujours pas eu de justice. C'est évidemment un sentiment de déception, de révolte même, de voir que dans une situation où les auteurs d'un tel crime sont déjà identifiés de surcroît par les Nations Unies, garant du plus jamais ça, n'ait jamais été traduit en justice. Donc c'est révoltant, mais c'est en même temps pour nous une raison de plus de ne jamais baisser les bras, parce que ceux qui ont tué ces centaines de rescapés du sud de Bugendana, c'est donc 25 ans qui viennent de s'écouler, d'accord, mais c'est également une occasion pour nous de dire, même si ce sont les mêmes auteurs de ce crime, des crimes qui sont au pouvoir, nous ne baissons pas les bras, nous n'allons bien sûr pas adresser notre requête, nos exigences au même bourreau impuni et impunitent, mais c'est plutôt vers l'ONU que nous avons adressé notre énième demande, notre énième rappel pour justement qu'ils sachent que nous restons préoccupés et nous restons en droit d'exiger que cette situation atypique du Burundi où des criminels contre l'humanité et de ce quoi déjà enquêtés restent au pouvoir sans jugement aucun. Et il a été également question pour nous de faire un clin d'œil à la sous-région parce que l'accession au pouvoir de cette milice génocidaire qui était le CNDD, qui l'est toujours, c'est vrai, elle a été légalisée et transformée en parti politique, mais au départ, c'était une milice qui ne visait que l'élimination des Tutsis. Donc, cette accession au pouvoir a été facilitée par les pays de la sous-région. C'est vrai que l'histoire ne peut pas faire marche arrière, mais il est toujours possible de corriger le tir à défaut de le radier de la liste des organisations politiques agréées au Burundi parce que ce sont justement ces miliciens qui sont au pouvoir. Il est question d'exiger que les responsables de ces attaques connues qui les ont revendiquées d'ailleurs soient punis, soient traduits en justice et cela n'a jamais été possible nulle part au monde de l'initiative même de ces auteurs. Ça doit venir de la pression internationale. Bien évidemment, il a été c'était d'abord l'occasion de se rendre
sur le site de Bougainville lui-même pour commémorer nos morts, nos innocents, nos martyrs fauchés juste pour ce qu'ils étaient, non pour ce qu'ils avaient fait. Il était également question, au-delà de la messe de Requiem, il était question d'un recueillement pour se réarmer moralement parce que nous connaissons, nous savons tous comment il est pénible de vivre dans un camp de déplacés intérieurs pendant près de 30 ans. Donc, plutôt que se laisser abattre par le désespoir, par la désolation dans lesquelles nous plongent ces miliciens auteurs de ces crimes qui sont au pouvoir, et nous devions donc nous encourager, nous réarmer moralement pour que nous ne perdions pas l'espoir, pour que nous ayons la force de pousser de l'avant et continuer à exiger que justice soit faite comme ça se doit. Les défenseurs des droits humains des réfugiés ne comprennent pas pourquoi les réfugiés burundais du camp de Mutenderi sont transférés au camp de Nduta. Léopold Chalangabo, vice-président de la CBDH Vicar, précise qu'il y aura des conséquences de pléthore dans le camp de Nduta qui présente depuis un moment un problème de sécurité. La CBDH Vicar profite de l'occasion pour demander aux réfugiés de continuer à veiller sur leur sécurité. Quant à la CBDH Vicar, nous voyons qu'il y aura des conséquences après le transfert des réfugiés de Mutenderi au camp de Nduta. Premièrement, quand on te fait quitter le milieu dans lequel tu es habitué, sans doute il y aura une instabilité mentale qui pousse même certains réfugiés de prendre des mesures qui ne prévoyaient pas même. Deuxièmement, le camp de réfugiés d'Nduta est un cas qui est souvent en insécurité. Selon les rapports qui nous parviennent souvent, montrent que son camp de réfugiés enregistre beaucoup de cas de dispersion forcée, des tueries, des arrestations arbitraires. Donc par rapport aux autres camps de réfugiés qui se trouvent en Tanzanie. C'est pourquoi nous nous demandons pourquoi le gouvernement tanzanien a-t-il décidé de transférer les réfugiés dans son camp, donc dans son camp d'Nduta. C'est pour aussi cette raison que nous exhortons au gouvernement tanzanien d'assurer la sécurité de tous les réfugiés qui seront dans le camp de réfugiés d'Nduta. Nous demandons aussi aux réfugiés burundais qui doivent être transférés à Nduta de respecter les décisions du gouvernement tanzanien, mais à continuer de veiller pour leur sécurité comme il le faisait à Mutenderi et aussi à Nyarugusu. Nous demandons aussi à la communauté internationale de suivre de près la sécurité des réfugiés qui seront à Mutenderi et aussi de suivre de près ce transfert fait par le gouvernement tanzanien. Page éducation à présent, un projet de pédagogie université numérique appelé RIAMOC a été développé par certaines universités de Belgique dans l'optique d'améliorer la qualité des enseignements dispensés dans des universités africaines francophones. Libéran Nibachila Kandi, l'un des initiateurs de ce projet, parle de la vision de RIAMOC. Suivez. Le RIAMOC est un projet qui est financé par l'Union européenne dans le cadre Erasmus+, et qui consiste à accompagner 6 universités africaines, 3 du Sénégal et 3 du Cameroun. Et le projet, en fait, consiste à accompagner ces universités à développer ce qu'on appelle les MOOC. Les MOOC sont des cours qui sont principalement sur le programme de ces universités et qui sont mis en ligne avec la possibilité d'avoir plusieurs inscrits, des dizaines de milliers d'étudiants qui puissent suivre ces cours. Et ces cours seront accessibles à l'ensemble des universités africaines des pays francophones. Et ces cours varient, sont de différents domaines.
domaine de l'informatique, domaine des sciences exactes, en pédagogie, plutôt, en sciences de l'éducation, sciences de l'ingénieur, les langues, etc. Donc, il y a une vingtaine de cours qui ont été développés dans le cadre de ce projet et qui seront mis à la disposition de toutes les universités africaines francophones et en particulier les universités burundaises sur le souhait. En fait, le projet a été lancé, a été initié justement en partie, d'une part, pour répondre à l'amélioration de la qualité des enseignements qui sont dispensés dans les universités africaines et en particulier au Burundi, bien sûr. De deux, le projet a coïncidé avec malheureusement cette pandémie qui frappe le monde entier. Et il faut noter que pendant cette pandémie, cette crise sanitaire, beaucoup d'universités ont fermé leurs portes. Donc, autrement dit, les enseignements ont été suspendus. Alors, une des solutions, non seulement à améliorer la qualité de l'enseignement dans les universités africaines et en particulier au Burundi, et aussi pour assurer la continuité des enseignements en cas de pandémie, en cas de crise sanitaire, la solution est effectivement, c'est la pédagogie universitaire numérique, c'est-à-dire développer des cours en ligne et organiser l'enseignement et l'apprentissage à distance. Le professeur Libera Nibashira Kandi conseille aux différents acteurs du secteur de l'éducation burundi de tout faire pour créer les conditions favorables à cette méthode d'enseignement numérique qui a toutes ses potentialités d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Burundi. Encore une fois, Libera Nibashira Kandi. Le Burundi a tout intérêt à passer véritablement à l'enseignement à distance et tout au moins à l'enseignement hybride, c'est-à-dire un enseignement qui combine le présentiel et à distance. Il faut noter aussi, dans beaucoup de pays d'universités africaines, il y a un problème de locaux. Je sais, par exemple, dans certaines facultés à l'université Burundi, les étudiants sont obligés de suivre les cours dehors, via les fenêtres. Je pense à la faculté de sciences économiques. L'amphithéâtre aujourd'hui ne permet pas l'accès à l'entièreté des étudiants. Donc, par contre, l'enseignement à distance, tout étudiant peut travailler à partir de chez lui sans aucune difficulté. Bien sûr, il faut que les enseignants soient formés à ces méthodes d'enseignement. Il faut qu'ils soient préparés. Et là, nous sommes entièrement disponibles pour donner un coup de pouce à nos frères et sœurs burundais. Donc, ici, la balle est dans le camp des autorités. Il faut qu'ils puissent créer des conditions pour que toutes les compétences, là où ils se trouvent, puissent vraiment contribuer à faire évoluer le système éducatif burundais en faisant recours à l'enseignement à distance. Vous voyez, on organise des conférences sans aucun problème avec plusieurs participants, voilà, jusqu'à des milliers. Donc, je pense franchement, c'est le moment ou jamais de basculer, de passer à l'enseignement à distance. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.